La séance du conseil municipal est ouverte. Madame Bertoniri va procéder à l'appel. Bonjour à tous. Alors, Jean-Paul Joseph. Présent. Jeanne Eck. Jean-Pierre Chaurel. Présent. Dalida Sarkissian, représentée par Monsieur Rocheteau. Philippe Rocheteau. Marlène Nadjarian. Franck Bertoncini. Élodie M. Valérie Bourron. Ginette Bourgeois. Laurent Fréani. Gérard Valero. Christian Roux. Moi-même, présente. Michel Caparros. Anis Moidel. Ségolène Revest. Michel Secaldi. Aline Massot. Antoine Garcia. Absent. Gérard Bocquet. Manuela Goncalves. Françoise Pouchot. Elle a prévenu qu'elle serait absente. D'accord, merci. Françoise Pouchot, absente. Christian Panix, absent. Christian Vivier. Présent. Christine Lantillon. Absente. Et Véronique Costen, absente. Donc, nous allons commencer par les décisions qui ont été prises, qui concernent l'occupation du domaine public. Donc vous avez la liste. Ensuite, les contentieux, donc vous êtes... Non, moi je l'ai après. On peut faire après les contentieux. Donc Madame M va vous parler des contentieux. Oui, Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Il s'agit de deux contentieux qui sont inscrits aujourd'hui à ce conseil municipal. Une décision qui a été rendue le 14 février 2019 par le TA et ensuite une requête introduite par des justiciables bandolés. Je m'attarderai quelque peu, Monsieur le maire, si vous me le permettez, sur le premier des contentieux et sur le jugement qui a été rendu par le TA, le tribunal administratif de Toulon le 14 février 2019. Il s'agissait, et j'en appelle à votre mémoire, nous avons voté par une délibération du 4 août 2016 le fameux contrat de mixité sociale. Rappelez-vous qu'à cette époque, il était demandé au conseil municipal de valider le dit contrat et de permettre à monsieur le maire de signer tout document afférent à ce contrat. À l'époque, pour être bien précise sur cette question, le contrat de mixité sociale avait, vous savez que la commune de Bandol faisait l'objet d'un arrêté de carence et que ce contrat de mixité sociale a pour objectif de prévoir un planning de construction pour pallier justement à la carence de la commune en matière de logements sociaux. Et l'association Confédération Environnement Méditerranée avait pour principal argument de nous opposer le fait que la signature de ce contrat de mixité sociale, c'est-à-dire la teneur même de ce contrat, était contraire aux objectifs de construction de logements sociaux qui étaient fixés dans le plan local d'urbanisme. Alors nous avions expliqué à cette association que non, et qu'il était tout à fait possible dans l'hypothèse d'une commune carencée de procéder à la signature de ce type de contrat. La position de la commune a été validée par le tribunal administratif qui est venu dire eh bien, la commune de Bandol avait parfaitement raison et qu'en application, lorsqu'on est dans le cadre d'une commune carencée, on ne fait pas application de l'article 302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation et par conséquent la requête de cette association a été rejetée. Deux observations s'agissant de ce contentieux. La première observation, c'est que nous avions demandé
de condamner cette association pour procédure abusive. Parce que, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas la seule association qui fait des recours contre la commune de Bandol, mais c'est l'association, dirons-nous, la plus active. Je vous ai démontré que nous avons gagné, grâce à un service juridique particulièrement compétent, la quasi-totalité des contentieux contre cette association, et que je considérais, et nous considérions tous, que cette action était abusive. Alors, le tribunal administratif, à la différence du juge civil qui a une vision bien différente de ce qu'est une action abusive, va nous dire: la commune de Bandol soutient qu'il s'agit d'une action abusive. Eh bien, dans les prérogatives qui me sont confiées par le texte, je ne fais pas droit à cette demande. Par contre, et c'est l'une des rares décisions où la condamnation est intervenue, nous avons obtenu une indemnisation de nos frais de procédure à hauteur de 500 €. Deux autres observations, si vous me permettez, monsieur le maire. Ça vient valider, vous savez, on entend beaucoup de personnes parler des décisions qui sont prises par la commune, qui sont contraires à telle ou telle législation en vigueur. C'est encore une fois, monsieur le maire, l'exemple que la position de la commune était la bonne et que ce que nous maintenions depuis le début, eh bien, a été validé encore une fois par le tribunal administratif, par son jugement du 14 février 2019. Ce qui est toujours un peu embêtant, c'est qu'il y a toujours un décalage pour nos justiciables bandolais entre la date à laquelle le recours est introduit et la date à laquelle on a enfin la position de la commune qui est validée, c'est-à-dire ça intervient quasiment 3 ans après. Voilà ce que je voulais dire sur ce contentieux. Une dernière observation, vous avez tous dû entendre parler de la fameuse loi Elan, qui intervient dans différents domaines, notamment pour la modification, la dématérialisation du permis de construire, qui intervient sur la fixation des loyers, etc. Et cette loi Elan du 23 novembre 2018 est venue, parce que c'est un véritable problème dans l'action qui est menée par nos différentes communes françaises, est venue un petit peu clarifier les sanctions possibles contre les requérants qui introduisent une action qui vient considérablement freiner l'action des communes. Alors, pour vous donner mon avis tout à fait personnel, on a déjà un arsenal qui existe, notamment dans le Code de la construction de l'habitation et dans le CJA, qui est malheureusement peu appliqué par les tribunaux administratifs. Alors j'espère que l'application des dispositions de la loi Elan sur les recours abusifs permettra aux communes françaises de pouvoir continuer leur action. Je voulais également, monsieur le maire, parce que c'est quand même intéressant, puis ça rejoint également le recours que nous venons de gagner, je voulais vous parler également du projet du Pescadou. Projet du Pescadou et du Méditerranée. Vous savez que nous avons, suite à un appel à projet, vous avez validé il y a maintenant quelques temps, je vous parle de mémoire, en novembre 2017, non, au premier trimestre 2017, un bail commercial et un protocole transactionnel avec le candidat retenu pour réaliser sur le site du Pescadou et du Méditerranée un restaurant, enfin deux pôles avec une bistronomie et un restaurant plutôt gastronomique. Alors, j'entends beaucoup de choses, monsieur le maire, sur ce projet. J'entends tous les jours que, bien évidemment, certains se gargarisent, que ce projet ne sera jamais réalisé. Alors, il est bon de rappeler un petit peu la chronologie qu'a connue ce dossier. Nous avons, je ne vais pas être long, je vais essayer d'être synthétique. Le projet du Pescadou, tout d'abord le candidat retenu de mémoire premier trimestre 2017, la SARL PMB, comme vous le savez tous, a été retenu pour ce projet. C'était le candidat qui présentait le projet le plus ambitieux pour Bandol, compte tenu du site que représente ce lieu. Et nous avons par la suite rencontré des difficultés de différents ordres. Premièrement, des difficultés liées au fait que nous sommes en l'état d'un bâtiment qui est très ancien, qui a au fil du temps fait l'objet d'aménagements par des preneurs peut-être peu regardants sur la structure de la construction. Et donc il nous a fallu
au moment de l'entrée dans les lieux de la SARL PMB, eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait eu notamment des dégradations, notamment de toiture et la présence d'amiante, et qu'il fallait réaliser des travaux. Alors quand je vous dis ça, vous avez toujours l'impression, oui d'accord, vous avez vu qu'il y avait de l'amiante, alors qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'on agisse? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Vous le savez tous, quand il y a de l'amiante, il faut faire une procédure de désamiantage qui est assez compliqué. Donc ça, c'est le premier écueil que nous avons rencontré. Et ensuite, nous y attendions, un recours gracieux qui a été formé en mars 2018, donc après que nous ayons soumis à la présente Assemblée délibérante le protocole transactionnel, un recours gracieux, toujours de la même association. Alors vous pensez bien, messieurs, dames, que lorsque le candidat est retenu, qu'il s'investit auprès des banques à un projet qui avoisine les 800 000 €, que ce dernier va attendre de purger l'intégralité du recours de cette association avant d'envisager des travaux qui sont conséquents. Et donc, malheureusement, nous n'avons plus, enfin, cette SARL n'a pu commencer les travaux effectivement qu'en février 2019. Et la première étape a été la procédure de désamiantage. Alors pour la petite histoire, puisque vous voulez, et je le comprends très bien, être informé de ce projet qui nous tient et qui me tient particulièrement à cœur, je me suis rendue vendredi dernier, j'ai passé 3 heures sur le chantier avec les consorts Perrano et on a fait le tour. Alors c'est vrai que de l'extérieur, mais ceux qui veulent mal voir vont toujours voir qu'on est toujours à l'étape 0. Mais quand on prend le temps de visiter le chantier, qu'on regarde ce qui a été fait, ben on s'aperçoit qu'en fait on a déjà beaucoup avancé, parce qu'il a fallu, et c'est la particularité, faire des travaux, et M. Chaurel vous l'expliquera mieux que moi, des travaux structurels importants, parce que le bâtiment est ancien, et je me demande d'ailleurs comment les anciens preneurs ont pu travailler dans de telles conditions. Ensuite, parce qu'on a cumulé les malchances dans ce dossier, nous avons eu 2 séries de vandalisme. Une première série de vandalisme qui a été plutôt mesurée, et ensuite un deuxième vandalisme en octobre 2018 où il y a eu d'énormes dégradations qui font aujourd'hui l'objet de reprises par le preneur et qui ont quelque peu alourdi les travaux à réaliser. Il n'en reste pas moins que dixit les preneurs que j'ai rencontrés vendredi dernier sur le chantier, qu'il est toujours question d'ouvrir à la date de l'ouverture, vous savez, du Grand Prix du Castellet, parce qu'il y a un partenariat qui est fait entre la SARL, le PMB et ses preneurs, et qu'en tout état de cause, tout est mis en œuvre pour que le projet se finalise le plus rapidement possible. Alors, nous nous en réjouissons. Je ne suis pas sûre que les propos que je tiens fera le bonheur de tout le monde, mais en tout cas, je suis très heureuse de les avoir rencontrés, d'avoir eu la confirmation que les choses évoluent favorablement, monsieur le maire. Et pour la petite histoire, ils m'ont encore réitéré vendredi que ce projet aboutira. Et d'ailleurs, pour être clair, ils ont déjà investi, les crédits de la banque ont été débloqués et ils ont déjà investi énormément de fonds. D'ailleurs, si vous vous promenez et que vous regardez avec attention et non pas un œil uniquement critique le site, vous verrez que vous avez des ouvriers tous les jours qui travaillent, et notamment le vestiaire en sous-sol qui est quasiment fini. Voilà ce que j'avais à dire, cet aparté sur le Pescado et le Méditerranée. J'en finis très brièvement, monsieur le maire, sur le contentieux introduit au fond par monsieur Suquet, qui demande d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel la commune de Bandol a délivré aux époux Schlosser un permis de construire. Alors il s'agit en fait de contester, c'est un dossier intéressant juridiquement parce que vous avez des aspects qui relèvent notamment du civil. Il y a la question problématique liée à l'indivision, un lotissement qui serait illégal, donc un contentieux qui est en cours. Rien à nous dire pour l'instant, si ce n'est que vous observerez encore une fois que la défense de la commune est assurée par le service juridique. J'en ai terminé, monsieur le maire, merci. Merci madame L. Vous avez dit la quasi-totalité des procès, des recours. À ma connaissance, ils n'en ont pas gagné un seul pour l'instant. Vous voyez, je suis bonne joueuse, monsieur le maire, parce que je considérais que s'agissant de l'annulation d'une délibération du conseil municipal, où le juge nous avait donné la possibilité de rectifier, c'était une semi-victoire. Mais vous avez raison, nous les avons gagnés tous.
Merci. Il faut que nous votions les PV des séances du jeudi 17 janvier et du jeudi 7 février. Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors nous allons passer à la première délibération, qui est l'installation de 2 conseillers municipaux. Et ça vient à la suite des démissions que nous avons tous bien sûr regrettées de Dany Maes et Jean-Michel Maes. Et comme Jean-Claude Castagnier n'a pas souhaité rejoindre le conseil municipal, les 2 conseillers municipaux, les 2 candidats suivants sont Madame Garza Alice et Monsieur Bonnefoy Éric. Donc, je leur demande de bien vouloir venir rejoindre le conseil municipal. Donc, nous sommes tous ravis de vous accueillir tous les deux. Est-ce que vous souhaitez faire un petit commentaire par rapport à votre installation? Peut-être honneur aux dames? Je voulais juste dire que j'étais très contente de faire partie du conseil municipal de Bandol. J'espère que je pourrai mettre à profit mon expérience au Sénat, parce que je travaille actuellement au Sénat, principalement sur les sujets de la culture, de l'éducation et du sport. Et je vous prie de m'excuser en avance parce que je devrais partir un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai fait l'aller-retour de Paris dans la journée parce que j'ai des obligations personnelles. Mais la prochaine fois, je resterai jusqu'au bout. Merci. Bon. Monsieur Bonnefoy. D'abord, bonjour à tous. La plupart me connaissent. Je suis bandolé de naissance. Je suis fier d'être conseiller municipal. Et je vais travailler pour ma ville. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, délibération numéro 2, Madame M. Oui, Monsieur le maire, il s'agit des modalités de dépôt des listes concernant la désignation des membres du conseil municipal à la commission de délégation de services publics et à la commission d'appel d'offres. Alors, sur cette deuxième délibération, il s'agit de valider par le conseil municipal les conditions de dépôt des listes de la commission de délégation de services publics et de ce qu'on appelle la CAO, la commission d'appel d'offres, qui sont fixées comme suit. Je vous lis simplement les conditions de dépôt des listes. Le nombre de postes à pourvoir pour chacune des commissions est de 5 titulaires et 5 suppléants. Les listes devront mentionner les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléants. Les listes peuvent comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir, conformément à l'article D1411-4 du CGCT, mais doivent néanmoins comporter autant de candidats titulaires que de candidats suppléants. Vous verrez ensuite, on a l'application de ces conditions dans les délibérations suivantes. Les listes peuvent être déposées auprès de Monsieur le maire jusqu'au début de l'examen de la délibération relative aux élections de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics. Une suspension de séance peut être accordée pour permettre la constitution de ces listes. Et il s'agit là de fixer les conditions de dépôt des listes de la CAO et de la commission de délégation de services publics telles que je viens de vous les exposer, de permettre à Monsieur le maire de signer tout document utile à cette délibération. Je vais aller trop vite. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération 3, justement, c'est... Oui, c'est la commission de délégation de services publics, Monsieur le maire. Il s'agit d'élire au vu des conditions que nous venons de dénoncer. Oui. Et la 4, donc c'est la commission d'appel d'offres. Tout à fait. Avec la même composition. Oui. Donc, on s'est assuré qu'il y avait une garantie de représentativité d'opposition. Oui. Et donc, je vais vous proposer une liste avec comme titulaire Madame Bourron, Monsieur Roux, Madame Bourgeois, Monsieur Boquet, Monsieur Vivier, et comme suppléant
Monsieur Bertoncini, Madame Eck, Monsieur Rocheteau, Monsieur Garcia et Madame Lantillon. Et s'il n'y a pas d'autres listes candidates, je vous propose de voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 5. Le conseil d'administration du CCS. Donc, Jean-Michel Mess doit être remplacé. Et je vous propose Madame Bourgeois pour être membre du conseil d'administration, sachant que on n'est pas tenu de voter un bulletin secret. On l'a vérifié, donc c'est le Code de l'action sociale et de la famille qui permet de procéder de cette façon. Donc s'il n'y a pas d'autres candidatures, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour la caisse des écoles, je propose également Madame Bourgeois comme titulaire, en remplacement de Madame Maes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour la commission du tourisme et du développement durable, donc à la place de Madame Maes, je propose Monsieur Olivier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour la commission culture et animation, donc je propose Madame Nadjarian pour prendre la place de Madame Maes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour la commission des finances, je vous propose donc à la place de Monsieur Maes, Monsieur Bertoncini. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et pour la commission extra-municipale jeunesse et sport, je propose donc à la place de Madame Maes, Monsieur Bonnefoy, et à la place de Monsieur Bonnefoy, qui était déjà en tant que non élu, Monsieur Patrick Lesage. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors nous allons passer à l'approbation des comptes de gestion 2018. Alors il y en a plusieurs puisqu'il y a les budgets annexes. Et donc on va traiter tous les budgets en même temps, enfin un vote commun, mais bien entendu on va insister davantage sur le compte de gestion de la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette séance du conseil municipal d'aujourd'hui est particulièrement importante, je dirais même que c'est probablement la séance la plus importante du mandat, car nous allons passer en revue les comptes de gestion, mais aussi les comptes administratifs. Et vous savez bien que ce sont les derniers avant la fin du mandat. Et donc c'est une occasion de faire une sorte de bilan du mandat de 2014 jusqu'à 2018. Et je pense que nous aurons la confirmation par les chiffres que ça valide une politique de redressement des finances communales qui est justement engagée depuis 2014. Et il appartiendra à la prochaine majorité, qui sera issue des élections municipales de 2020, de présenter le prochain compte
administratif. Alors vous savez que le compte administratif, lui, est présenté par le maire, l'ordonnateur, à partir de sa comptabilité, et il doit bien entendu être en concordance avec tout ce qui est contenu dans le compte de gestion, et le compte de gestion est présenté par le comptable public. Et encore cette année, je suis très heureux que le comptable public, M. Fabrice Bitan, qui est derrière moi, et qui est administrateur des finances publiques adjoint, nous ait fait l'honneur de sa présence pour nous expliquer les principaux chiffres du compte de gestion sur l'année écoulée, mais au regard justement de la période qui va de 2014 jusqu'à 2018. Alors, je me réjouis tout particulièrement que M. Bitan intervienne, comme il l'avait fait l'an passé, parce que je pense que personne mieux que le comptable public peut donner un éclairage objectif et fiable techniquement de l'état financier de la commune. Alors, je souhaite apporter une précision pour un peu plus de clarté. La fonction de comptable public, donc la fonction de M. Bitan, peut paraître un peu obscure pour certains, et je pense qu'il est important de préciser que le comptable public n'est pas un agent de la commune. C'est quelqu'un qui est totalement indépendant. Il y a un décret extrêmement important qui date du 29 décembre 1962 qui prévoit une séparation entre l'ordonnateur, qui ordonne, donc le maire, et le comptable public qui effectue. L'ordonnateur, donc le maire, est décideur, et le comptable est à la fois caissier et payeur. Caissier en ce sens que c'est lui qui a le monopole de la manipulation des deniers publics. Le maire et aucun élu n'a le droit de toucher à un sou. Et en tant que payeur, c'est lui qui vérifie que les dépenses engagées sont conformes et régulières. Et il faut savoir qu'il engage sa responsabilité personnelle sur ses deniers propres. Donc c'est une fonction indépendante, bien évidemment de la commune, extrêmement importante et, on peut le dire, un tout petit peu dangereuse. Ceci dit, Monsieur Bitan, donc je vous remercie encore tout particulièrement, et vous n'avez pas l'apparence de quelqu'un qui est en danger. Donc je me fais pas de soucis, et je vous passe la parole. J'avais fait exprès de ne pas le dire, c'était pour vous ménager. Hein. Monsieur Barthélémy me met toujours monsieur le percepteur. Voilà, donc effectivement, je suis fonctionnaire du ministère des Finances. Alors, pour cette année, deuxième précision de méthode, si j'ai pris comme période 2014 à 2018, c'est pas du tout pour des raisons que c'est le départ du mandat, mais c'est surtout parce que les logiciels classiquement permettent de remonter sur 3 ou 5 heures. C'est classique, alors l'analyse financière, on fait des comparaisons sur le terme de 3 ou 5 ans. Et là, comme c'est 2018, 2014, c'est juste un retour sur 5 ans. Ça n'a strictement rien à voir avec les calculs qu'on a. Voilà. Donc, cette précision méthodologique est en apportée. Alors, effectivement, je vais essayer donc de commenter ce tableau issu du fameux compte de gestion qui est le rapport comptable que je réalise tous les ans. Donc, suite à l'exécution, le compte de gestion, c'est l'exécution de l'opération de l'année pour l'année de Bordeaux. Alors, je vais commencer en fait par les recettes de l'année. Donc, elles s'établissent donc à grosso modo à 21,8 millions. Donc, elles sont en légère hausse, 300 000 € par rapport à l'an dernier, c'est pas énorme. Donc, dans le détail, synthétique possible en allant quand même en faisant ressortir les points
fameuse dotation globale de fonctionnement chute de 10%, c'est un peu moins, c'est toujours une chute, mais c'est un peu moins que les autres années. Les ressources fiscales, elles, ont diminué de 500 000 €. Donc c'est simple. Globalement, les impôts locaux sont à peu près stables. Les impôts locaux sont... Juste une petite question, enfin une précision. La dotation globale de fonctionnement, il était prévu qu'elle ne baisse plus. Et en fait, elle baisse quand même. Donc il y a un mécanisme d'écrêtement. Peut-être que c'est intéressant que les gens sachent, puisque tout le monde a entendu l'annonce, la dotation globale ne baisse plus pour les communes, et en réalité, elle baisse. Elle a chuté donc de 10%. Et globalement, l'ensemble des dotations, puisqu'il n'y a pas que les dotations, la DGF, qui a fait la dotation, elle baisse grosso modo, on a perdu 90 000 € sur l'année. Alors les ressources fiscales, vous allez vous voir pourquoi elles ont perdu 500 000 €. Donc les impôts locaux qui sont stables, c'est-à-dire qu'ils prennent 1,2%, ce n'est pas une augmentation des taux, les taux d'impôt sont stables. Simplement, cette augmentation, c'est ce qu'on appelle une augmentation des bases. C'est une augmentation mécanique des bases. Chaque année, il y a une coefficient automatique qui fait varier les bases à la hausse. En gros, c'est pour faire simple, c'est l'équivalent de toute la vie. Donc ces bases, elles varient automatiquement chaque année. Et donc, cette augmentation du produit fiscal des impôts locaux c'est uniquement une variation des bases. Il n'y a pas eu d'augmentation des taux, ni d'éventuelles problématiques de dégrèvement. Ce sont des bases. Alors, pourquoi on a une diminution de 500 000 €? C'est simple. Donc, les attributions de compensation sont stables. Le FPIC, le fameux fonds de péréquation, vous savez, le FPIC, c'est quelque chose qui a été inventé pour dans la réforme de la taxe professionnelle. En gros, entre les gagnants et les perdants de la réforme, on a créé un fonds de compensation. La commune de Bandol est contributrice. Et donc, elle est contributrice, mais c'est stable. En gros, alors, d'où vient cette baisse de 500 000 €? Vous l'attendez, c'est la pénalité SRE. Donc, c'est globalement cette baisse de fiscalité, c'est en gros la pénalité SRE. Alors, dernier point sur les recettes fiscales, on a un peu étonné en contre un impôt et taxe qui baisse de 200 000 €. C'est droit de place. Alors, on a des études, alors, le poids global des ressources fiscales par habitant, c'est important, il diminue l'État. Donc, on était à 2 200 € l'année dernière par habitant, on est à 2 099 €. On perd grosso modo 140 € par habitant. Donc, le poids global des ressources fiscales, c'est-à-dire de la recette fiscale par habitant, diminue. Donc, on est, si vous regardez le vous verrez qu'on est au double de la strate départementale, mais ça s'explique parce qu'on est sur des strates C, et comme vous le savez, la commune de Bandol est surclassée. Et donc, la commune de Bandol, elle est difficilement, alors nous, on ne peut que la comparer à sa strate de population, vous voyez, 1253 habitants, alors qu'en réalité, elle devrait être comparée à la strate supérieure, c'est une commune de 20 à 40 000 habitants, fiscalisée par la structuration classée. Là, c'est important parce que le ratio là qui est très peur. Si je compare dans mes ressorts de trésorerie, j'ai beaucoup de communes surclassées. Quand on compare les communes surclassées entre elles, le ratio fiscal se compare à ce moment-là. Donc, cette vision du double, c'est quand même un trompe-l'œil. Bien le temps. Alors, on a les autres produits sur les recettes. On a de très fortes poussées des autres produits. Tout simplement, on a une pause du produit de concession, des droits de stationnement et en fait une recette exceptionnelle qui est la rentrée de la salle de stationnement. Donc ça va. Donc sur les dépenses, donc les charges elles diminuent légèrement de 3% sur cette année par rapport à 2017, mais par rapport à 2014, les charges diminuent de 13%. D'accord. Donc on va regarder une structure à l'évolution du poste, et le graphique. C'est un escalier qui est totalement
variation, moins 3%, moins 13% sur la période, grosso modo. On a une forte baisse des subventions, d'accord, moins 37% subventions versées. Et par contre, on a une petite hausse des charges courantes, des charges de poste d'achat. Donc, on mesure ce qu'on appelle le ratio de GDP des charges structurelles. Ça paraît compliqué, c'est très simple. On a un ratio qui mesure le poids des charges immobilières. C'est-à-dire qu'une commune aura beaucoup de charges immobilières, moins elle aura ça. Et donc, pour la commune, il est en baisse, il s'améliore. C'est un ratio qui est élevé, donc c'est mal, puisqu'avec un beaucoup de charges, on n'écoute pas. Il est en baisse, donc ça, c'est pas ce qu'on va. On est très en deçà de ce qu'on appelle le seuil d'ailleurs. Donc, on est quand même sur le train qui est pour avoir des problèmes. Précision, quand vous parlez de seuil d'alerte, pour les gens qui écoutent, donc il y a quatre ratios, c'est pas la structure, c'est un des quatre. C'est un des quatre, oui. Donc effectivement, chaque année, en gros, c'est la préfecture ici, c'est la DGFIP qui mesure sous quatre ratios toutes les communes de France qui sont ce qu'on appelle scorées. Donc on leur donne une note par rapport à donc, la quatre ratios qui font le tour de la question. Ces ratios sont déroutants parce qu'on a déjà plein de conventions avec les chambres régionales des comptes et surtout avec la caisse des dépôts pour les prêts. Donc ça veut dire que plus les ratios seront bons et plus les taux d'intérêt seront bons. Je sais que la caisse des dépôts utilise nos ratios pour fixer ses taux d'intérêt. Voilà, donc on est cette année, je le dirai en conclusion, on a une note sur le réseau d'alerte qui est bien meilleure que l'année dernière, qui était déjà très bonne, mais je donnerai la note à la fin. Alors, conséquence de cette stabilisation des recettes et diminution des charges, on a un résultat net de 3,5 millions, on a surtout les capacités d'autofinancement, vous voyez, de 3,7 millions.